Salut Jean-Marc, Bonjour, comment tu vas? je suis vivant. C'est bien, toujours debout, toujours la banane? Non, très assis là en l'occurrence. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, tu es ici de retour chez nous en Belgique, sur la chaîne Limite. Merci, tu été la première vidéo qu'on a diffusée. Et là, je sais pas à la combienième tu es, et on est très content d'avoir vu que la chaîne fait beaucoup son bruit en Belgique, et même en France d'ailleurs, ça c'est inattendu. Moi, je veux vraiment que tu me répondes sincèrement, comment ça va la santé mentale? Pour moi, je suis du bon côté de la barrière parce que l'action rend-optimiste et ma santé mentale à moi, elle dépend de ce que je fais au quotidien. Et ce que je fais au quotidien, c'est que je suis entouré par des gens qui ont plutôt envie que les choses bougent. Je suis entouré par des gens jeunes. Il faut savoir que tant à Carbone 4 qu'au Shift Project, la moyenne d'âge, elle est pas très élevée, hein. Heureusement que je suis là pour la remonter un peu. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est très dynamisant. J'ai la chance d'être plutôt porté, on va dire. C'est-à-dire que globalement, dans une journée, je reçois plus de commentaires positifs que négatifs sur ce que je fais. Donc je ne fais pas face à un feu roulant de critiques en permanence. Donc j'ai envie de dire ce que me disent mes sens, parce que c'est quand même ça qui compte avant toute chose. C'est pas inconfortable fondamentalement. Ce que me dit ma tête peut être inconfortable. Quand je lis une nouvelle, quand je regarde une de tes vidéos qui me sape le moral. Non, je pleure. C'est le but Donc il y a évidemment quand on sort de l'été dernier, quand je vois qu'il y a des gens qui font manifestement beaucoup d'efforts pour ne pas comprendre ce qui se passe, ça c'est des choses qui peuvent évidemment faire verser un petit peu du mauvais côté, mais globalement, je suis plutôt préservé, on va dire. Je fais partie des CSP+, donc moi j'ai toujours de quoi manger, j'ai toujours de quoi me vêtir, j'ai toujours de quoi me chauffer, j'ai toujours de quoi habiter. Je ne fais pas partie des gens que je vois en quantité croissante dormir dans le métro. Donc je suis du bon côté de la barrière. Donc je vais dire, moi, mes sens me disent que ça va plutôt bien. Très pragmatique quand même, hein, parce que moi, depuis que je creuse un petit peu toutes ces problématiques-là, depuis le premier confinement, et forcément à suivre toutes ces infos, j'ai l'impression d'être rentré dans une bulle d'écolo. C'est-à-dire que ce que m'abreuvent les réseaux sociaux en suggestion, mon entourage, les gens que je côtoie. Et quand tu côtoies des écolos, forcément tu côtoies des gens en colère, mais aussi tu vois et tu as un prisme qui te montre davantage des choses positives. Et puis je vais manger avec des potes, et là je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Quand on s'était vu, je remarque qu'on s'était rencontrés il y a un an, enfin on s'était vu il y a 1 an et demi. Là aujourd'hui, les mots sobriété sont arrivés dans le champ médiatique. On parle de décroissance dans le champ médiatique. Il commence à y avoir du mouvement, on en parle davantage. La COP, on en parle beaucoup plus qu'on pouvait en parler. C'est bon signe. Est-ce que ça démontre qu'il y a un véritable changement, cette fameuse transition énergétique, transition écologique, elle est là, elle a amorcé, on y est? Ou c'est justement de nouveau une perception? Alors, il y a plein de questions dans la question. La première, c'est est-ce qu'il faut faire attention à ne pas rester enfermé dans sa bulle? À l'évidence, oui. Moi, je me méfie énormément des gens qui ne voient midi qu'à leur porte et qui, parce qu'ils fréquentent un univers qui, au quotidien, s'occupe fortement de ce genre de sujet, se disent c'est bon, le monde est en train de changer, le monde est en mouvement, etc. Moi, je me méfie énormément de ce genre de choses. Et comme on ne peut pas être partout à la fois, j'essaye de me documenter du mieux possible sur tous les thermomètres et les points de sonde qui permettent de savoir où en est ce qu'on appelle au sens large l'opinion. Comment est-ce que ce que les gens pensent, comment ils se comportent, etc. Et là, on voit des choses qui, évidemment, font de temps en temps déchanter. Quelque chose qu'on dit, par exemple, assez souvent, c'est que les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés que les autres. Il se trouve que, par ailleurs, les jeunes sont aussi rapportés à leur tranche d'âge les plus consommateurs d'avions. Bon. Oui, la plus grande consommation d'avions, elle a lieu, rapportée en nombre de vols par 100 000 habitants, hein, elle a lieu dans la tranche 24-35 ans. Et un peu, je crois, dans celle qui suit immédiatement. Donc, ou dans celle qui se précède, pardon. 18-24. Oui, c'est ça. Ouais, bon. Donc, est-ce qu'il faut, quand on voit ça, garder espoir ou au contraire, parce que les gens semblent bouger et qu'il y a toute la mouvance des jeunes, etc., ou au contraire se désespérer en se disant quand on regarde les faits, ça ne change pas par rapport à avant, c'est une question de point de vue. Et il faut discuter avec des gens qui font qu'on sort de son univers. Hein, donc moi, j'essaye de le faire de temps en temps. Ce n'est pas toujours très simple. Surtout que plus on est, entre guillemets, connu, et plus on a affaire à des gens qui vous ressemblent. Donc les gens qui viennent spontanément à moi, c'est rarement des gens qui vont venir d'un univers totalement différent du mien et qui donc vont me permettre de comprendre des choses que je ne comprendrais pas en restant dans mon univers. Hein, c'est absolument évident.
Donc oui, il faut beaucoup se méfier des effets de bulle et il faut essayer, même si ce n'est pas facile, de rester un peu ouvert sur le monde et d'essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs et en particulier pourquoi il y a tout un tas de gens qui raisonnent de façon différente. La deuxième partie de la question, du coup, je l'ai oubliée. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les médias. Oui, alors est-ce que le bruit médiatique est représentatif d'une évolution en profondeur de la société ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, quand on voit... ça dépend de ce qu'on appelle une évolution en profondeur de la société. Ce qui est sûr, c'est que dans la tête d'un certain nombre de personnes, le fait de parler de choses désagréables est devenu possible. C'est-à-dire qu'on a un espace aujourd'hui qui s'est ouvert, alors quand je dis aujourd'hui, ça date quand même d'il y a quelques années, qui s'est ouvert pour parler d'évolutions qui ne sont pas juste des évolutions extrêmement sympathiques, mais il faut dire qu'on est aidé en cela par l'actualité. Parlons de l'été dernier, voilà, parlons. En fait, au niveau de l'activité de Carbone 4, il y a quelque chose qui est très clair, c'est qu'il y a eu une première rupture l'été 2018. Donc l'été 2018, il y a eu une première vague caniculaire, et clairement, ça a influé sur la manière dont les gens ont envie de se préoccuper ou pas de l'avenir environnemental. Puis là-dessus, il y a eu 2019, quand on a rajouté une couche, et ça a fait beaucoup plus que les COP, par exemple, pour une partie des choses très concrètes. Donc les gens réagissent à ce qu'ils observent. Il fut un temps où le changement climatique, c'était juste une construction intellectuelle. Donc on savait que les risques étaient pour plus tard, et là, les risques ils commencent à être pour maintenant. Et en fait, malheureusement, ça n'est que le début. Donc il y a une partie de la réaction qui vient tout simplement du fait que les gens constatent. C'est exactement pareil pour l'énergie. L'énergie, il y a eu un moment où on a dit « Ah, ça va être un sujet, l'abondance fossile, elle ne va pas être perpétuelle ». Et puis, on est rentré dans un contexte dans lequel, effectivement, il y a un sujet sur le gaz, il y a un sujet sur le pétrole, avec des prix qui deviennent extrêmement volatiles, ça vaut cher, ça vaut pas cher, ça vaut de nouveau cher, etc. Donc, le problème commence à être du présent, alors qu'avant, il était de l'avenir. Et donc, les gens, ça les préoccupe plus. Le marqueur le plus fort, j'ai envie de dire, de la préoccupation en matière énergétique, c'est tout simplement le prix de l'énergie. Ce qu'on voit depuis les chocs pétroliers, c'est qu'au moment où le prix de l'énergie explose, les gens ont envie de s'en occuper. Au moment où le prix de l'énergie redescend, les gens disent bon, on verra plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est... Et c'est exactement pas... Alors le climat, il ne va plus jamais nous laisser tranquilles, parce que la dérive climatique est irréversible. L'énergie, on va repasser par des phases de rémission au niveau des prix. Réduit. Au niveau des prix, pas au niveau des quantités. Au niveau des quantités, il n'y aura pas de rémission. Les prix vont redescendre. Oui, les prix sont volatiles, donc ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Et une bonne partie des gens considèrent, à tort, parce que c'est une illusion, que quand les prix sont bas, ça veut dire qu'on n'a plus de problème d'approvisionnement. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On peut très bien avoir une restriction sur les quantités avec des prix qui sont bas. Il suffit juste que l'économie soit suffisamment cassée par la restriction sur les quantités. Et à ce moment, les prix ne sont pas très élevés. C'est quelque chose qui s'explique assez facilement. Donc sur tous ces sujets, la société est en train de s'en occuper un peu plus, mais j'ai envie de dire, je ne sais pas si on a beaucoup progressé dans notre envie d'anticiper l'avenir. On a surtout progressé dans le fait que les ennuis sont un peu plus à notre porte qu'ils ne l'étaient avant. Alors, ces ennuis-là, ça met beaucoup de gens très très mal. Les co-anxiétés, on a démontré qu'il y a énormément de personnes qui sont touchées par ça. Ça fait très très peur. Il y a des moments, tu sais, c'est particulier. Je fais des efforts au quotidien. Je vais un peu parler de moi là dans cette vidéo. Pas trop longtemps, parce que c'est quand même toi l'objet de cette interview. Je fais des efforts au quotidien et je suis très heureux de les faire. J'y vais à fond et j'embrasse ça et ça me rend même plus heureux de me détacher d'énormément de choses. Mais il y a des moments en fait où, quand tu reviens dans le système, que tu vois de nouveau tous ces embouteillages, quand tu vois les Black Friday qui cartonnent encore davantage, que tu vas une fois exceptionnellement dans un supermarché et que c'est la foule le week-end, tu as envie de baisser les bras. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais encore ça. Parce que tu as l'impression que finalement le système continue à prendre une direction. Mais c'est de nouveau une perception, comme là tout de suite tu me parles, voilà, que les gens ont encaissé leur sens, ont permis de sentir c'est quoi le changement climatique et qu'est-ce que ça donne pendant un mois, pendant 3-4 mois de canicule. Là aussi c'est pareil, je suis aveuglé par ce que je perçois là. Mais je vais pas te cacher que je suis parti une seule fois dans une tribu indienne d'Amazonie au Brésil pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe avec eux et pour essayer de retirer un maximum de leur culture. Désolé, j'ai pris l'avion. Mais entre-temps, partout où j'étais ailleurs, à Sao Paulo et dans toutes les autres personnes de la région, c'est du fossile partout, c'est de l'essence partout, il n'y a pas de transition ou quoi que ce soit, et c'est des gens qui veulent absolument avoir le dernier téléphone. Ça me fait flipper, ça. Oui, c'est quelque chose qui continuera, à mon avis, tant qu'on n'aura pas une construction collective que les gens désirent plus.
Alors moi, je suis ainsi fait que, comme je le disais tout à l'heure, mon univers quotidien, il n'est pas fait d'embouteillage et de Black Friday, il est plutôt fait de jeunes qui ont envie que les choses changent et qui ont envie de contribuer positivement à ce changement. Donc c'est pour ça peut-être que je suis plus optimiste que toi. Je le suis. je fais sortir aujourd'hui mes émotions. Ce que je vois, moi, c'est plutôt dans l'univers que je fréquente, la quantité croissante de sollicitations qu'on peut avoir, la quantité croissante de gens qui acceptent qu'on parle du problème, la quantité croissante de réflexion et de gens qui cherchent à s'organiser autrement dans le monde économique. Alors encore une fois, on est très loin d'être au bout du chemin, mais on voit des choses. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est le grand public qui a totalement réorienter ses comportements et qui fait des choses. Mais même dans le grand public, il se passe des choses. Donc là, on parle du Black Friday qui cartonne de plus en plus. On parle du commerce en ligne qui effectivement se développe de plus en plus et globalement, ce n'est pas une bonne affaire pour l'environnement. Par contre, dans le même temps, on voit la consommation de viande qui diminue. On voit la colocation qui augmente, et ça c'est plutôt bon pour l'espace habitable par personne. C'est pas pour des raisons économiques. Ça le réduit un peu. C'est pas les pauvres qui sont contraints de... Si, c'est les étudiants, c'est les gens qui n'ont pas suffisamment d'argent, on est bien d'accord. On y reviendra après, où est le déterminant du choix? Est-ce que c'est subi ou est-ce que c'est piloté? C'est ça. On est bien d'accord. Mais on voit des... Pour l'alimentation, c'est plutôt piloté, parce qu'en l'occurrence, enfin au moins en France, les gens qui baissent le plus leur consommation de viande, ce n'est pas les plus pauvres. C'est vrai? Non. Les plus pauvres sont plutôt les gens qui mangent le plus de viande, alors le plus souvent sous forme transformée. C'est les gens qui mangent des hamburgers et des trucs comme ça, qui coûtent pas cher, exactement. De la viande industrielle transformée, en gros. C'est vraiment le truc, il y a des nuggets de poulet, enfin des machins comme ça. KFC, tout le bordel. Les gens, c'est plutôt les gens riches, entre guillemets, enfin les classes moyennes supérieures, qui baissent délibérément leur consommation de viande, et là, c'est pas pour un sujet de pouvoir d'achat. C'est pour un sujet de maltraitance animale, c'est pour un sujet de... Parce qu'il y a une certaine érudition. De conviction environnementale, c'est pour un sujet éventuellement de bien-être sanitaire, parce qu'on leur a dit de manger trop de viande rouge, ça allait leur gueuler des tas de cochonneries, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la question du pouvoir d'achat. Donc il y a quand même de temps en temps, il y a le recyclage des objets mais avec parfois des effets pervers. Par exemple, le fait que les gens revendent leurs objets d'occasion, ça prive les gens qui avant vivaient du don d'objets, typiquement Emmaüs, de sources de revenus. Donc enfin voilà, il peut y avoir des trucs qui de temps en temps des petits effets pervers, mais on voit des comportements se développer. On voit de plus en plus de jeunes qui choisissent de ne pas passer le permis de conduire. Voilà, donc il y a je ne dis pas que c'est encore majoritaire, mais on en voit. Donc il y a à la fois des signes encourageants, des signes décourageants. Quand on regarde les évolutions globales, il y a des évolutions qui vont dans le bon sens, il y a des évolutions qui vont dans le mauvais. Donc je parlais tout à l'heure des véhicules. Une évolution qui va dans le mauvais, c'est les ventes de véhicules lourds qui ont tendance à augmenter en proportion. Ah, les SUV, ça continue, ça cartonne, effectivement. Les SUV, bon. Donc tout ça est mitigé et c'est difficile d'y retrouver ses petits dans quelque chose qui serait très cohérent, très articulé sur juste une des deux hypothèses suivantes qui est tout va dans le mauvais sens ou tout va dans le bon sens. Non, c'est un peu plus mélangé que ça. Parce que regarde, c'est délicat. Que fait une personne qui vit dans une ville aujourd'hui et qui se dit « Ah bah tu sais quoi, je vais lire ceci ». Le fameux plan de transformation de l'économie française. Excellente lecture. Excellente lecture. Effectivement, on prépare une grosse vidéo là-dessus sur les mythes pour essayer d'aller dans tous les détails et tout ça. Je te dis pas à quel point c'est du travail de vulgarisation, même si c'est déjà très vulgarisé. Comment est-ce que tu fais à partir du moment où t'es jeune, t'as dans la vingtaine, 25, t'as ta petite chérie ou je ne sais pas, ou ton petit chéri, et que tu dis, bah tu sais quoi, on va maintenant loger quelque part, en sachant qu'il faut absolument sortir des villes, puisqu'on avait parlé de ça dans notre première vidéo, et on n'a pas expliqué pourquoi il fallait sortir des villes. Parce que les villes, on sait, fonctionnent grâce aux énergies fossiles. Moins d'énergie fossile, c'est une ville qui fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut retourner dans l'agriculture, en quelque sorte, mais c'est quoi? C'est le plan, là, moi je dois faire quoi? Je dois prendre une maison ici, au centre-ville, je m'en fous. Je peux prendre un prêt pendant 30-40 ans. Tu vois un peu la réflexion? Ou alors non, je pars du principe que je prends des risques et je vais ouvrir ma ferme super loin en Wallonie. Alors, pas nécessairement ouvrir la ferme, parce que ça peut être, il y a d'autres choses à faire hors des villes. Il y a l'exploitation d'autres ressources, il y a le bois, il y a encore des endroits où on peut exploiter des ressources minérales. Il y a la transformation de ce qui sort de la ferme, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui vont avec. Historiquement, quand on regarde pourquoi les villes se sont constituées,
les villes se sont constituées à cause de l'arrivée de l'énergie abondante. Avant l'ère de l'énergie abondante, la première fonction des animaux que nous sommes, c'est de nous nourrir. Enfin, ou le premier besoin, on va dire, des animaux que nous sommes, c'est de nous nourrir. Donc, la première activité qu'on ait eue après la sédentarisation, c'est l'agriculture. Et avec quelques activités qui ont très fortement favorisé l'agriculture, un peu d'artisanat, fabriquer des engins, par exemple des engins pour atteler des animaux de trait, enfin des dispositifs pour atteler des animaux de trait, les dispositifs qui permettaient de labourer, les dispositifs de stockage, parce que dès lors qu'on a des récoltes, il faut les stocker, il faut empêcher les rats et les charançons de les boulotter. Voilà, donc il y a un certain nombre où, quand on est dans les alpages, il faut construire des petits chadets, des granges pour y mettre le foin qu'on récolte l'été pour pouvoir nourrir les animaux l'hiver. Enfin voilà, on a de l'artisanat qui va avec, qui est associé. Et puis, avec l'avènement des énergies fossiles, on a réussi à remplacer une bonne partie des agriculteurs par des tracteurs, des engrais, des phytosanitaires et des silos. Et donc on s'est dit à ce moment, ces gens-là, on n'en a plus besoin pour nous nourrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils auraient pu se tourner les pouces. Sauf que non, on s'est rendu compte qu'avec les mêmes énergies fossiles, on était capable d'extraire d'autres ressources de l'environnement que de la biomasse, parce que l'agriculture, c'est extraire de la biomasse. On pouvait extraire des pierres, des métaux, etc., et faire avec tous les objets qui nous entourent dans cette pièce, plus tous les objets qui entourent les gens qui nous regardent dans toutes les pièces où ils se trouvent, plus tous les objets qui ne les entourent pas et qui sont ailleurs dans le monde. Donc on a fait ça avec les énergies fossiles, c'est-à-dire qu'on a transformé des matières premières en les milliards d'objets dont on est entouré aujourd'hui partout dans le monde. Alors du coup, les villes? Alors, j'y viens. Où est-ce qu'on fait des machines à transformer, des endroits où on transforme les ressources pour en faire autre chose, dans ce qu'on appelle des usines. Dans les champs, on peut avoir un agriculteur par parcelle. D'accord ? Donc on a des petites parcelles, quelques hectares au début. Chaque agriculteur, il a ses quelques animaux de trait, sa parcelle, ses céréales, son potager, etc. Mais l'usine a besoin d'un lieu où les gens dorment pas très loin. Alors l'usine a besoin de concentrer les gens. Ouais. Donc l'essor des villes, elle est déjà liée au fait que les gens n'ont plus besoin d'habiter à la campagne puisqu'ils ont été remplacés par les machines. Et à ce moment, on peut les concentrer là où ont lieu l'extraction des ressources et la transformation des ressources, qui s'appellent des usines. Et puis, dans un deuxième temps, c'est ce qu'on explique dans Le Monde sans fin, là, on a dans ce excellent bouquin qui est un cours d'histoire. C'est d'où on vient et en quoi l'énergie a transformé le monde et a fabriqué le monde moderne. C'est ça qu'on explique. Et a permis d'avoir les villes qu'on a ici, Bruxelles, où nous sommes en train de tourner cette vidéo. Voilà, et toutes les villes en fait. Et donc on a commencé par concentrer les ouvriers dans des parties urbaines parce que c'était comme ça que c'était le plus efficace. Et puis quand on a remplacé les ouvriers par des robots, ce qui est ce qu'on a fait dans un deuxième temps, essentiellement après les chocs pétroliers, à ce moment il s'est passé, donc on n'avait toujours pas besoin des gens dans les campagnes puisqu'on avait remplacé définitivement l'agriculture, transitoirement l'agriculture par des tracteurs et des usines d'engrais et des usines de désherbants. On en avait moins besoin dans les usines, puisque c'est les machines qui bossent à notre place. À l'époque de Charles Chaplin et des temps modernes, il y avait un ouvrier par écron. Charlie Chaplin, tu vois. Ouais, Charlie Chaplin, Charles en anglais. Voilà. On avait besoin d'un ouvrier par écrou à visser. Aujourd'hui, on a un robot par écrou à visser, ou exactement par point de soudure à mettre. Et on a une personne pour contrôler une ligne totale dans l'agroalimentaire, d'embouteillage, dans un laminoir. Au moment où on se parle, là, il y a une personne qui pilote le laminoir. C'est un truc qui se pilote à une cimenterie, c'est pareil. Laminoir, c'est un truc gigantesque qui permet de compresser Alors, un laminoir, c'est un engin qui permet de faire des tôles en acier. Ok, donc tu as du métal, tu dois bien Et la tôle en acier, après, c'est ce qui va permettre de faire le trépied de la caméra qui nous filme, le pied du tableau du paperboard qu'il y a derrière toi, qui va permettre de faire le pied du porte-manteau qui est là, qui va permettre de faire tout partout où il y a de l'acier, les tôles de voiture, qui va permettre de faire les fers à béton, tout voilà. C'est le genre de fil aluminium, mais version acier gigantesque. C'est des tôles d'acier, éventuellement des fils d'acier, tout ça, ça va sortir de ce qu'on appelle un laminoir. Et donc, une fois ce laminoir, au moment, à tout instant, il est piloté par une personne. Donc c'est un truc monstrueux, un laminoir, c'est une très grosse machine industrielle. Et il y a une personne dans la cabine de pilotage du laminoir. Évidemment, il y a beaucoup plus de gens autour pour faire la maintenance, pour faire le chargement, déchargement, pour faire etc. Mais la machine elle-même, elle est pilotée par une personne.
Ça aurait été, à l'époque des temps modernes, ça aurait été juste impensable d'avoir une machine aussi gigantesque conduite par une seule personne. Une cimenterie, c'est pareil, c'est conduit par 2-3 personnes, donc il n'y a pas énormément d'emplois. Un gars derrière son ordinateur appuie sur on, let's go, et le voilà, truc se passe. Le type est devant un tableau de bord numérisé et il contrôle ce qui se passe dans l'admission des matières premières, dans la température du four, etc. Enfin, il regarde ce qui se passe en permanence avec des capteurs. Et donc c'est grâce à en fait à cette diminution que toutes ces personnes sont trouvées. Et alors donc qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est retrouvé avec un monde produisant énormément d'objets. Et cette production d'énormément d'objets et de nourriture est assurée essentiellement par des machines. À ce moment, que font les gens? Ils vont gérer la complexité du monde. Ça s'appelle des services. Donc ils vont administrer les flux physiques absolument monstrueux. Le fameux secteur tertiaire. Et comment est-ce qu'on fait un secteur tertiaire efficace avant que Internet permette de faire communiquer tout le monde partout et tout le temps sur Terre, en mettant tous les gens au même endroit? Parce que c'est comme ça que l'information circule le plus vite. C'est quand on a juste besoin de changer d'étage, de changer de pièce, de changer de rue. Et donc les villes, qui sont des lieux d'échange de produits ou d'informations, c'est pour ça que ça a été fait, hein, elles sont d'autant plus efficaces dans ce monde de grande complexité qu'elles sont peu nombreuses et très grosses, parce que c'est comme ça qu'on va maximiser l'efficacité des services qu'elles hébergent. Donc les villes ont été créées sur la base d'une industrie et d'une agriculture extrêmement productives parce que dopées aux machines et donc dopées à l'énergie. Et donc les emplois de services qu'on va trouver dans les villes n'apparaissent que dans les pays qui ont fait leur transition industrielle. On voit bien, hein, dans les pays africains qui n'ont pas fait leur transition industrielle, il n'y a pas beaucoup d'emplois de services. En effet. Les emplois de services, et par contre aux États-Unis, qui est un des pays, ou en Grande-Bretagne, qui sont parmi les pays les plus anciennement industrialisés dans le monde et qui ont fait leur transition industrielle il y a très très longtemps, l'essentiel de l'emploi est dans les services. 80% de l'emploi est dans les services aux États-Unis. En fait, quand on regarde dans le monde comment évolue la part de l'emploi dans les services en fonction de la quantité d'énergie qui est utilisée par personne dans un pays, on considère qu'il y a une très forte corrélation entre les deux. C'est-à-dire que plus la quantité d'énergie par personne est importante, plus il y a une grande quantité de l'emploi qui se trouve dans les services. Mais donc, allons. Et c'est normal à cause de ce que je viens d'évoquer. Alors ça renvoie à la question que tu as posée tout à l'heure, que deviennent les villes dans un monde sobre en énergie? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais vivre dans une ville? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ça se La contracte? réponse est que malheureusement, elles auront moins d'utilité économique. Donc dans un monde où l'approvisionnement énergétique va se contracter, ce qui va se passer, c'est qu'on aura besoin de moins en moins de services. Et donc ça pose la question de l'emploi dans les villes. Et par ailleurs, les villes... Excuse-moi de t'interrompre, on aura besoin de moins en moins de services ou alors on ne pourra plus avoir autant de services? Les deux, mon capitaine. Ça dépend si c'est piloté ou si c'est subi. On va y arriver. Bon. Et alors, aujourd'hui, on voit bien que, en fait, d'ores et déjà, les services sont en train de se segmenter en deux catégories. Les services qui sont en concurrence sur la mondialisation, typiquement la catégorie à laquelle j'appartiens, du service haut de gamme, le conseil, des trucs chers où l'expertise vaut très cher. Donc Carbon 4 sait faire des trucs que peu de gens dans le monde savent faire. Et donc nous, on survit, on flotte à la surface de la mondialisation. Et de l'autre côté, les services qui deviennent de plus en plus bas de gamme, donc des nettoyeurs, des machins, etc. Et on voit bien que c'est ça qui survit de plus en plus. Les services intermédiaires, ils sont remplacés par des machines. Le vendeur, il est remplacé par un site en ligne. Oui, la caissière, on voit très bien ce qui se passe là. Donc ces gens-là, ils ont des effectifs qui sont de plus en plus menacés. Voilà, donc il reste des trucs qui sont vraiment pas chers, le ménage, ou que les machines ont beaucoup de mal à faire, la garde des enfants, etc. Non, tu n'es pas encore à l'abri de l'intelligence artificielle. Hein. Et de l'autre côté, des services de plus en plus haut de gamme, la finance sophistiquée, le conseil sophistiqué, l'optimisation fiscale sophistiquée, etc. L'expertise comptable sophistiquée, le droit sophistiqué, la médecine sophistiquée, enfin tous ces trucs-là. Bien que ça se polarise. Et en fait, ça c'est déjà un effet, on va dire, de l'abondance énergétique. Et après, la décrue énergétique va menacer un certain nombre de services qui gèrent la complexité du monde. Et donc, en particulier, paradoxalement, une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les services haut de gamme vont être menacés par ça. Les services dits élémentaires, nettoyage, garde d'enfants, etc., vont être menacés par autre chose, c'est que la décrue énergétique va diminuer le pouvoir d'achat des gens, et donc la possibilité qu'ils vont avoir de recourir
à des ce type tiers de service. pour faire le ménage. Donc ils vont être de plus en plus devoir refaire le ménage eux-mêmes et garder les enfants eux-mêmes. C'est dingue. Là, tu parles de subi, donc de cercle vicieux. Absolument. Quelque chose qui rentrait une spirale infernale et négative. On est bien d'accord. Il y a une autre menace qui est liée à ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une personne qui aimerait sortir un livre, j'espère qu'elle va y arriver là-dessus, et que je trouve très intéressant. Elle fait remarquer qu'une bonne partie du succès des luttes féministes est aussi un résultat de l'Anthropocène, parce qu'en tertiarisant l'emploi, on a totalement supprimé le différentiel de force physique entre les hommes et les femmes. C'est devenu un non-sujet absolu. On n'a pas besoin d'être plus fort physiquement pour utiliser un ordinateur ou faire des calculs sur Excel. Alors que dans les temps anciens où l'énergie était rare et où les travaux étaient physiques, le fait que les femmes soient périodiquement enceintes, ça les mettait de fait, et que par ailleurs, physiquement, il y a une petite différence quand même biologique en termes de force, ça les mettait de fait dans une position beaucoup moins favorable pour être dans une situation d'égalité avec les hommes. Et c'était encore plus vrai à l'époque. Ça va pas plaire aux féministes que tu es en train de raconter. Alors là. ça va pas plaire aux féministes qui pensent que c'est le seul résultat de leur lutte qui a fait l'égalité. Non, mais alors c'est comme ça ne plaît pas plus et tout le reste. Comme ça ne plaît pas plus exactement aux syndicalistes de penser que c'est le seul résultat de leur lutte qui a fait qu'on a les retraites, les congés payés, etc. Alors que moi je soutiens que sans l'énergie abondante, ces luttes n'auraient jamais prospéré. Jamais elles n'auraient abouti. Donc effectivement, il fallait des féministes pour que les revendications féministes aboutissent, mais sans ce que nous a amené l'énergie, elles n'auraient pas abouti. Donc comme toutes les avancées sociales, l'égalisation des droits entre les hommes et les femmes doit énormément à l'abondance énergétique. Je ne sais pas si c'est grave ou pas grave de se dire ça, par contre il faut le comprendre, parce que c'est en comprenant ça... Oui. Exactement, parce qu'il ne faut pas se tromper de combat pour l'avenir. C'est ça, parce que de nouveau, je me permets de réintervenir. Pour moi, alors, ce que tu veux dire par là, c'est que la démocratie, on l'a grâce à cette abondance énergétique. Alors la démocratie, c'est aussi une question qui est posée pour moi. J'avais fait remarquer dans un bouquin que j'avais écrit juste avant la BD, là, qui s'appelait « Dormez tranquille jusqu'en 2100 ». J'avais fait remarquer que la démocratie était apparue en premier dans le pays qui avait démarré le premier sa transition industrielle, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Ouais. Absolument, qui est le premier pays qui est sorti de l'état stable du Moyen-Âge pour entrer dans un état de croissance qu'on considère aujourd'hui comme étant un état normal, alors que ça sera nécessairement un état transitoire, et qu'il n'y avait pas d'exemple historique d'un pays qui ait acquis la démocratie sans croissance, et qu'il n'y avait pas plus d'exemples historiques d'un pays qui aurait conservé pendant longtemps la démocratie dans un état de récession structurelle. Mais voilà, mais donc du coup... Donc la question est posée... De ce postulat-là... Donc la question est posée, je ne dis pas que j'ai la réponse, mais en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, on ne consacre pas assez de temps à bien y réfléchir. Mais partons de ce postulat, c'est important. La question est posée de savoir si on peut conserver la démocratie dans un monde qui serait en contraction physique structurelle. Évidemment, moi, je ne suis pas à sauter en l'air en disant « Ah, c'est génial, on va perdre la démocratie, on va enfin avoir l'homme ou la femme providentielle », et ça, je ne suis pas du tout sur ce registre-là. Par contre, je pense que c'est une vraie menace pour la démocratie, qu'on ne comprenne pas d'où vient la démocratie historiquement, et qu'elle vient notamment de l'abondance énergétique et donc de l'Anthropocène. C'est de là qu'elle vient. Et je redis, toutes les avancées sociales, que ce soit la baisse du temps de travail, parce que les machines travaillent à notre place, que ce soit les études longues et les retraites qui n'existaient pas avant l'ère de l'énergie abondante, que ce soit la fin du travail des enfants, qui n'existait pas avant la fin de la... que ce soit la fin de l'esclavagisme en Occident, qui n'existait pas avant l'énergie abondante, et que ce soit, j'y reviens, l'égalisation des conditions entre les hommes et les femmes, tout ça est menacé, à mon sens, par la décrue énergétique. Et donc, il est essentiel de bien comprendre comment est-ce qu'on peut au mieux préserver ce qu'on a acquis, parce que je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une mauvaise idée d'avoir égalité, voilà, pas du tout. Mais c'est important de comprendre comment est-ce qu'on a acquis ce qu'on a acquis, pour ne pas se tromper de combat. Comment le conserver? Voilà, pour le conserver au mieux. On revient à ce qu'on avait dit, subir ou piloter. Donc on avait bien dit dans notre première vidéo qu'il y avait une dualité, deux combats. Diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc réduire l'utilisation des énergies fossiles, pour éviter un désastre climatique à l'échelle mondiale et qui est déjà en ce moment cataclysmique pour pas mal de régions et qui pourrait être même pire encore, puisque tu le dis souvent, on est qu'au début. Et de l'autre côté, en même temps, il y a une contraction. On a dépassé les pics de ce qu'on pouvait sortir. Alors, pas tous. Pas tous. Mais globalement... On a probablement dépassé le pic de production du pétrole. On l'a à peu près assurément dépassé pour les 16 premiers fournisseurs de l'Europe.
qui sont les 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada. D'accord. Donc si on prend tout ce bloc-là de manière agrégée, on a sorti au Shift Project une étude là-dessus assez fouillée qu'on a faite sur la base d'un inventaire de la totalité des gisements pétroliers dans le monde. Donc on a eu accès à cette base de données pour pas cher. Donc tu voyais ce qui sortait comme baril et tu as un aspect, une image du monde, quoi, en quelque Exactement. sorte. Et on a fait une analyse prospective sur cette base. Alors quand je dis on, c'est 2 anciens dirigeants de Total qui étaient dans la partie exploration-production et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie. Et le résultat est disponible sur le site du Shift Project. Et pour faire court, la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe devrait être divisée par 2 d'ici à 2050. Ce qui veut dire que la quantité de pétrole qu'ils vont pouvoir livrer à l'Europe va être divisée par 2 à 10 d'ici à 2050. Donc oui, le pic mondial est probablement dépassé pour le pétrole, sinon il est imminent. Et le pic d'approvisionnement pétrolier en Europe, lui, il est dépassé de façon absolument certaine. En ce qui concerne le gaz, c'est probablement pareil, puisqu'on a confié au même type de spécialistes aussi une base de données de l'ensemble des gisements gaziers dans le monde. Et la conclusion, c'est que le pic de production du gaz, c'est 2030, sous seule contrainte géologique. Donc si on ne parle pas du climat. Donc dans pas très longtemps. Et il y a une inconnue sur le charbon, mais en Europe, de toute façon, le charbon, c'est derrière nous, puisque ça fait depuis les années 50 que la production domestique de charbon est en baisse en Europe, et du coup, la consommation de charbon aussi, parce que les importations massives de charbon, c'est très compliqué à faire, parce que le charbon, c'est un pondéreux solide, donc ça ne se transporte pas bien. Il faut des gros camions, et donc du coup... Surtout des gros bateaux. Des gros bateaux, d'accord. Mais tu vois, parce qu'il faut que le charbon vienne de l'étranger, et donc il faut utiliser des gros bateaux qui transportent des centaines de milliers de tonnes de charbon chacun, et idéalement venant de mines qui ne sont pas très loin de la côte, ou qu'un train spécial relie à la côte, histoire de pouvoir exporter le charbon. Voilà, donc c'est pas pratique. Donc c'est pas très pratique. Mais alors on y est. Donc les pics sur les énergies fossiles, ils viennent d'être passés ou ils sont à venir dans pas très longtemps. Et après, il va également y avoir des pics sur les ressources minérales. Par exemple, sur le cuivre, toujours l'Agence internationale de l'énergie a publié il n'y a pas très longtemps, alors ça apparaît en général en note de bas de page dans un rapport quelque part, c'est comme ça qu'ils commencent par lancer les signaux d'alerte, ils ont dit que les mines de cuivre en exploitation ou ce qu'on appelle en développement, c'est-à-dire dans les endroits où les infrastructures de production sont en train d'être construites, donc hors nouvelles mines qui pourraient être développées plus tard, mais sachant qu'il faut 15 ans pour développer une mine, ils ont dit que les mines qui sont actuellement en production ou en développement devraient collectivement passer leur pic pour le cuivre dans les 2 ans qui viennent. Dans les 2 ans, là? Oui. Le cuivre qu'on trouve dans absolument tout? Le cuivre qu'on trouve dans absolument tout. D'accord. C'est-à-dire que le cuivre qui est à la base du système électrique et qui devrait être consommé en beaucoup plus grande quantité pour faire une voiture électrique qu'une voiture normale. Oui, parce qu'on a des besoins, on a une transition. En plus grande quantité pour faire des éoliennes et des panneaux solaires plutôt que pour faire des centrales à charbon ou des centrales nucléaires. Eh bien, ce cuivre-là, il pourrait passer son pic de production dans le monde dans les années qui viennent. Alors, pour au moins 10 ou 15 ans, le temps éventuellement qu'on redéveloppe d'autres mines, à supposer qu'on en ait beaucoup à redévelopper, parce que par ailleurs, la quantité de cuivre sur Terre, elle n'est pas infinie, et en particulier, la quantité de mines de cuivre, elle n'est pas infinie. Et il faut savoir que plus le temps passe et plus on a besoin d'énergie pour extraire une tonne de cuivre des entrailles de la Terre, parce que la teneur en métal des mines baisse. Donc et pour l'instant, il faut des énergies fossiles pour aller chercher ça. Et il faut des énergies fossiles pour aller chercher ça. Absolument. Donc en fait, on va rentrer dans un monde dans lequel il faudrait de plus en plus de métal pour avoir de l'énergie et de plus en plus d'énergie pour avoir du métal. Cercle vicieux encore. Voilà. Encore le fameux cercle vicieux. Mais donc du coup, pénurie, réduction, contraction et en même temps, il faut faire des efforts par rapport à ce symptôme qu'est le changement climatique. Si tu ne prépares rien, et c'est un petit peu, je te pose la question, est-ce que c'est la direction qu'on est en train de prendre? C'est-à-dire que, est-ce que pour l'instant, on s'apprête juste à subir le truc et à devoir colmater en fonction jusqu'à ce que le bateau coule? Ou est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de piloter pour essayer de nous adapter le mieux possible? C'est pour ça que je voudrais arriver tout doucement à ça. Les deux, mon capitaine. Merci. C'est-à-dire qu'on est à la fois déjà dans un bateau qui prend un peu l'eau. Pour l'instant, on est déjà en train de subir. On est déjà en train de subir parce que le pic d'approvisionnement énergétique en Europe, il a été passé en 2006. Et depuis 2006, par exemple, on voit que la production industrielle patine. Alors l'Allemagne s'en est un peu sortie en exportant massivement des choses qui valent cher par unité de poids, des machines-outils sophistiquées, etc. Donc on peut augmenter la valeur des exportations tout en consommant pas plus d'énergie. Il suffit de faire des choses un peu plus complexes, un peu plus sophistiquées, etc.
Mais par contre, ce n'est pas vrai dans les pays du Sud, hein. France, Espagne, Italie, Portugal sont des pays où la production industrielle aujourd'hui est inférieure à ce qu'elle était en 2006, où le PIB est inférieur à ce qu'il était en 2006, et l'Italie est un cas d'école là-dessus, hein, ou avec un... Voilà. Et globalement, en Europe, on voit bien que le pouvoir d'achat, sauf de la partie la plus riche de la population, il s'érode depuis 2006. Et je pense que c'est valable en Belgique comme c'est valable dans d'autres pays. Et je parlais tout à l'heure des gens qui dorment dans le métro. En fait, il y a une fraction croissante de la population qui, globalement, a moins de facilité et moins à l'aise aujourd'hui sur le plan de ce qu'elle peut matériellement s'offrir que ça n'était le cas il y a 10 ou 15 ans. Donc on est déjà en train de subir à petite dose. Les gens qui ne subissent pas, c'est les élites urbaines qui bénéficient de la mondialisation et qui vivent dans un univers qui est préservé, ils continuent à avoir leurs grands appartements et à partir en vacances. Et ces gens-là, en fait, ne se rendent pas compte. Et ils vont finir par subir aussi. Alors, ils vont finir par subir aussi, mais ils ne se rendent pas compte sur les 10 ou 15 ans qui viennent de s'écouler de ce qui se passe pour une frange de leurs concitoyens qu'ils ne fréquentent pas. Ouais. Même moi, hein, je ne les fréquente pas assez. Hein. Si, on se fréquente maintenant. Oui, mais toi, tu fais partie des élites urbaines aussi. J'ai tout quitté pour faire les mythes, hein, donc je te dis pas la galère. Hein. Oui, mais je fais partie des élites urbaines, encore totalement. Partie des élites urbaines. Bien sûr. Donc on ne fréquente pas au quotidien des gens qui vraiment ont du mal à joindre les deux bouts. On va dire que ce n'est pas notre univers classique. On peut en croiser de temps en temps, mais ce n'est pas notre univers classique. Donc ça déforme totalement notre perception. C'est absolument évident. On est capable de lire des trucs sur un bout de papier. Moi, je suis capable de lire des articles, je suis capable de voir des témoignages. Mais ça ne remplace quand même pas l'expérience. Ça ne remplace quand même pas le fait de baigner dedans du matin au soir et du soir au matin. Hein, voilà, et donc du coup, on subit, mais ces gens vont finir par aller dans la rue. C'est déjà produit. Alors, mais ça, tu l'as déjà dit il y a 8 ans. Mais même, ça se produit déjà. Il y a eu le phénomène des gilets jaunes. C'est la fameuse fin du mois contre la fin du monde. Et il y en aura d'autres encore. Et il y en aura d'autres encore. Parce que pour l'instant, on subit encore, mais... Et ce qui ne se passe pas encore, et une bonne partie de la classe politique, quel que soit leur bord politique, fait aussi partie de ces élites urbaines préservées. Oui, quasiment tous. Hein, Quasiment tous, y compris ceux qui se revendiquent des écolos, des machins, etc. Ils font quand même partie de cette élite urbaine préservée. Donc ils ont beaucoup de mal à s'emparer de ce sujet, j'ai envie de dire... avec authenticité. Autrement qu'avec leur tête. Ouais. Avec leur tripes. Ils ont du mal à le vivre au quotidien. Il y a évidemment des exceptions dans ce que je dis, mais globalement, quand même, ils ont beaucoup de mal. Donc la réponse n'est pas adéquate. Donc la réponse, elle n'est pas encore au niveau, parce qu'on n'a pas encore, on sent pas encore le souffle de la bête dans le cou. Quoi. On ne le sent pas encore assez. Est-ce que par ailleurs, on reste là les bras croisés? Pas complètement, totalement non plus. Et alors, en ne restant pas les bras croisés, on fait deux choses. On fait des choses intelligentes et on fait des choses stupides. Dans les choses intelligentes, par exemple, il y a le fait d'arrêter de vendre des voitures thermiques. Ouais. Dans les choses stupides, il y a le fait de faire des voitures électriques de 2 tonnes. Et pour absolument tout le monde. Et même des voitures électriques d'1,5 tonne. Donc la bonne voiture électrique, c'est un vélo électrique. On en parle là-dedans. Oui, la bonne voiture électrique, c'est un vélo électrique. Et en fait, même si on reste sur un engin à 4 roues, il faudrait faire des 2 chevaux. Quoi. Il faut faire des trucs qui pèsent 500 kg. Qui aillent moins vite. Qui vont pas très vite, mais qui transporteront toujours 5 personnes, plus le chien et le sac de pommes de terre, ce qui était exactement le cahier des charges de Citroën quand il a fait la 2 chevaux. On fait de l'hydrogène, très bien, mais il faut en faire pour faire de l'acier et des engrais. Il ne faut pas en faire pour un avion. Faut pas en faire pour faire voler des riches qui ont envie de partir en vacances. Bon. C'est pour l'instant la direction que ça prend. Hein. Absolument, mais c'est une erreur. Bon. Pourquoi c'est une erreur? Ça ne tient pas? Mais parce qu'on ne fera pas de l'hydrogène pour tout, et c'est plus important de manger et de faire un peu d'acier pour faire quelques vélos pour les pauvres que d'alimenter des riches qui peuvent très bien partir en vacances ailleurs que... Donc pour l'instant, cette transition, c'est pour continuer en fait à suivre un modèle pour une certaine... C'est une transition d'élite urbaine. D'élite urbaine, point. Absolument. C'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et la transition, par exemple, qui consiste à recourir aux énergies renouvelables, elle est utile si elle permet d'éviter des énergies fossiles, si elle permet d'alimenter simplement des totems toujours d'élite urbaine, c'est-à-dire l'antinucléarisme qui s'est développé dans les années 70. C'est en train de changer, ça. Mollement. Eh bien, c'est une perte de temps et c'est une dilapidation de moyens pour des choses qui ne servent à rien. Bon. Donc, on peut très bien décider d'agir et faire des conneries. Ça n'est absolument pas impossible. Hein. Et dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, c'est pareil. On peut décider d'agir et faire des conneries. Par exemple, on peut dire on va faire une digue pour se protéger contre les invasions marines, et puis du coup, comme on a fait une digue, eh ben, on va autoriser la construction derrière la digue.
Bon, il aurait mieux valu pas faire de digue du tout et dire aux gens, vous construisez pas là, et ceux qui sont déjà là, vous déménagez, et puis point, quoi. Donc, vous voyez que... tu vois qu'il y a, donc, agir, ça n'est pas tout dire. On peut très bien agir et faire des conneries, comme on peut agir et faire des choses intelligentes. Il faut juger au cas par cas et regarder si l'action qu'on a décidé de mettre en route est quelque chose qui répond bien à la question posée, ou si ça répond à une autre question, qui n'est pas la décrue énergétique ou les dommages climatiques. Donc aujourd'hui, il faut absolument répondre, il faut que le travail politique et même de la communication et du marketing en général, parce que ça me fait très peur, moi, quand je me balade un petit peu dans les villes, je vois les pubs sur les abribus, je vois les publicités à la télévision, je suis foudroyé par l'écran que c'était de voir du greenwashing partout et qui est accepté, où on se dit, ah, c'est tranquille, je peux m'acheter mon gros SUV, de toute façon, ça consomme pas beaucoup de CO2 par kilomètre. Zéro CO2, c'est marqué, il y a des pubs pour les avions Airbus où il y a marqué zéro CO2, etc. Alors il faut bien se rendre compte que dans un monde sans énergie fossile, il n'y a même plus Airbus. Parce que dans un monde sans énergie fossile, comment est-ce qu'on fait l'aluminium qui sert à faire les avions? Comment est-ce qu'on fait l'activité minière qui sert à faire les avions? Comment est-ce qu'on fait la marine marchande internationale qui permet d'acheminer jusque dans les usines Airbus toutes les matières premières ou les composants qui vont permettre de faire les avions? Donc en fait, l'avion à hydrogène dans un monde sans énergie fossile, il n'existe pas parce que l'avion, on ne le fera pas. Parce que l'infrastructure industrielle qui permet de faire l'avion n'existera pas. Ça, c'est autre chose qu'on a du mal à comprendre, c'est le côté système. Les énergies fossiles sont à la base d'un système. On ne peut pas juste retirer 2 tiroirs à la commode et penser que la commode va toujours tenir debout et mettre 2 autres tiroirs qui s'appellent énergie renouvelable et tout va bien. Un autre exemple sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a fait la preuve que dans un monde dopé aux énergies fossiles et qui ait même doublé sa consommation de charbon sur les 20 dernières années, on avait été capable de faire dans cette économie mondialisée fossile des éoliennes et des panneaux solaires pour pas cher. Est-ce qu'on peut en déduire que dans un monde qui n'a plus de gaz, plus de charbon, plus de pétrole, on continue à faire des éoliennes en grande quantité pour pas cher et des panneaux solaires en grande quantité pour pas cher? Moi, je dis aujourd'hui, la démonstration n'est absolument pas faite. Et en fait, les arguments qui plaident pour l'inverse sont nombreux. Donc, avant de se lancer tête baissée dans cette direction en disant on est sûr que c'est ça qui flotte dans un monde sans énergie fossile, je dis attention, regardons un peu. Pour le moment, je considère qu'on n'est pas prudent en disant c'est sûr que c'est ça qui va marcher. Hein. Donc voilà, et effectivement, le grand n'importe quoi, il a changé de camp dans le domaine climatique. Il y a 20 ans, il était dans la définition même du problème. Donc on avait des climato-sceptiques, il y en a eu en France, il y en a quelques-uns en Belgique aussi, qui s'invitaient sur les plateaux de télé, parce qu'on adore sur les plateaux de télé faire noir, blanc et que le téléspectateur se démerde pour y retrouver ses petits. C'est comme ça qu'on fait beaucoup d'émissions de débat. Hein. Et là-dessus, je trouve que les médias n'ont pas trop progressé non, c'est sur ces 20 dernières années. Très honnêtement, voilà. C'est fait pour faire de l'audience, c'est pour faire un noir, un blanc et que le téléspectateur y retrouve ses petits. Hein. C'est ça, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'accord. Et donc le grand n'importe quoi, il a changé. Donc là, on a arrêté de le voir sur la définition du problème. On va dire les climato-sceptiques ayant ayant leur ronde serviette à la télévision, ça s'est quand même arrêté globalement. Et étant largement relayé par la presse, ça s'est globalement arrêté. Aujourd'hui, c'était remplacé par quoi? Le grand n'importe quoi, il est passé dans les solutions. Donc il est passé dans « je lave plus vert que vert ». Technosolutionnisme, tout ça. Ma voiture est zéro CO2, alors qu'évidemment c'est pas vrai. Mon avion est zéro CO2, alors qu'évidemment dans un monde zéro CO2, on construit plus d'avions. Ceci est zéro CO2, cela est neutre en carbone. Google est neutre en carbone depuis 2007. Microsoft est carbone négatif, c'est absolument génial. J'apprends que Microsoft est une forêt. Donc Microsoft pompe du carbone. Enfin voilà, donc le grand n'importe quoi, il est passé du côté de la solution. Et là, les médias sont à peu près aussi désarmés et aussi mauvais qu'ils l'étaient face aux climato-sceptiques il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'ils relaient les communiqués de presse sans se poser trop de questions. Et même la publicité. Hein. Et la publicité, c'est pareil, il y a absolument zéro contrôle et censure. Donc un des trucs que les gens qui ont de l'argent et l'âme très noire et envie de se racheter peuvent faire, ça serait faire un procès par publicité mensongère, donc il y aurait de quoi les occuper, à chaque fois qu'on voit neutre en carbone, propre, durable, responsable, etc. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'on utilise ce genre d'expression, il y a un loup quelque part. Alors maintenant, ça, on a bien compris, et de ce fameux cercle vicieux qu'il faut absolument, pour cette conclusion, arriver à transformer en cercle vertueux. J'ai lu qu'il y avait plein de rapports. L'Institut Rousseau avait parlé de 2% de degrés, ou 2 degrés 2%, je ne sais plus très bien. Et puis tu as le PTEF ici, que j'ai eu la chance de donner au Premier ministre, et qui a juste pointé le fait que, ah ouais, mais c'est français, alors là, ce serait sympa qu'il y ait un PTEB, voilà, on s'est placé comme ça. Ici, c'est quoi? C'est prescripteur? Ici, c'est un projet qui est en train de déterminer comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est un discours de la méthode.
Donc c'est du Descartes. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce plan de transformation de l'économie française? On part d'un cadre de réflexion qui est, pour limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an, tous les ans, à partir de maintenant. Covid chaque année. Donc un Covid supplémentaire chaque année, d'une certaine manière. On étale le confinement, ok. Voilà. Dans l'idée, on se confine pas. On n'utilise pas plus de voitures qu'au moment du Covid. Voilà, c'est ça. Etc. Mais on peut quand même sortir de chez soi. Parce que tu creuses plein de choses là-dessus. Alors, c'est pas moi, hein, c'est un ouvrage collectif. Oui, et puis il y a beaucoup de shifters qui ont bossé aussi. Il y a eu des dizaines de salariés ou de chefs de projet au Shift Project qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu des centaines de bénévoles et des milliers de relecteurs là-dessus. On a travaillé dans chaque secteur qu'on a couvert avec des gens qui appartiennent au secteur en question. Donc on a travaillé avec des gens qui représentent, si l'on peut dire, ceux qui vont devoir faire. Alors comment s'est construit ce truc-là? Donc on part du principe qu'il faut baisser les émissions de 5% par an. Du coup, on regarde comment est-ce qu'il faut organiser des flux physiques, des flux de construction, des flux de rénovation, des flux de production de nouveaux objets, des flux de remplacement de parcs, etc. Tout ça, c'est des flux physiques. Et comment est-ce qu'il faut réorganiser l'emploi dans les secteurs dans lesquels on a réussi à se faire une religion sur la question, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels on n'a pas réussi à se faire une religion. Par exemple, les enseignants. Réorganiser l'enseignement, dans ce cadre-là, on n'a pas la réponse aujourd'hui. On ne sait pas s'il faut autant de profs d'anglais et de sociaux qu'aujourd'hui, s'il en faut moins, s'il faut plus de profs de carrosserie et on te reste parler, mon travail, c'est School Up, c'est aller dans les écoles, c'est transformer l'école de l'intérieur pour être fit avec un monde... Oui, mais pas que. Ça veut dire aussi qu'il faut changer les enseignants et on ne transforme pas un prof d'anglais en un prof de carrosserie. Hein. Totalement. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Réparation d'éoliennes, de voitures électriques. On a regardé l'emploi directement productif, on va dire, dans les gens qui travaillent dans les usines, dans l'agriculture, dans les services directement associés à la production des objets, la vente des voitures, par exemple, etc. Donc on a regardé 4 millions d'emplois, ce qui n'est pas énorme puisqu'il y a 25 millions d'actifs en France. Mais donc on a regardé comment se déformait l'emploi et comment se déformaient les flux physiques, comment devaient se déformer les flux physiques dans un monde dans lequel les émissions baissent de 5% par an. Et on a dit la France fait sa part dans cette histoire, ni plus ni moins. Donc les émissions françaises, on les baisse de 5% par an. Donc c'est un plan pour baisser les émissions de 25% le temps d'un mandat présidentiel. C'est ça le... Ouais, exact. C'est ça le plan. La méthode, elle est parfaitement transposable à n'importe quel pays. Donc on peut barrer français et remplacer par belge. Il suffit de savoir que l'exemple donné est français. Mais après, la façon de s'y prendre, c'est-à-dire prendre l'économie comme un ensemble de flux physiques, ça, c'est quelque chose qui est transposable. Et l'ordre d'optimisation est transposable aussi. Donc l'ordre d'optimisation, qu'est-ce qu'on fait? On dit partout où la techno peut nous permettre de rafler des baisses, on fait. Et derrière, on boucle avec de la sobriété. Donc 5% de baisse par an dans la circulation automobile, on n'y arrivera pas juste avec de la technologie. L'électrification du parc, ça ne va pas assez vite. La baisse de poids des voitures, ça ne va pas assez vite. Parce que voilà. Donc il faut impérativement baisser aussi les kilomètres parcourus et faire de la substitution modale. Donc je laisse un peu plus souvent ma voiture au garage et je prends un peu plus souvent le vélo, les transports en commun ou la voiture du voisin. Ou mes pieds. Ou mes pieds. Sauf si tu as 50 km à te taper. Voilà. Mais les gens qui font 50 km, ils continueront à prendre leur voiture, mais ce n'est pas tout le monde qui fait 50 km. Dans les univers périurbains, les déplacements moyens quotidiens, ils sont plutôt proches de 15. 15, on peut faire avec un vélo électrique. Hein. Ça Totalement, passe. même un vélo, très bien. Donc dès qu'on est seul dans une voiture, on peut, ici, même si on est deux et qu'on a un gamin à déposer à l'école, il y a des vélos de place maintenant, électriques, enfin voilà, tout ça se développe. Donc on a aujourd'hui la possibilité de transposer la méthode qu'on évoque là à n'importe quel pays. Je le redis, ça veut dire on doit baisser les émissions de 5% par an. On voit l'économie comme des flux physiques et des emplois avant de parler d'argent. Et on rafle d'abord tout ce que la technique peut nous permettre d'avoir parce qu'effectivement ça c'est entre guillemets une absence d'effort. Et derrière, le reste on le fait avec de la sobriété, c'est-à-dire une diminution de la consommation planifiée, rendue désirable. Et donc, par exemple, au lieu de vendre le vélo comme le fait que je ne vais plus être dans ma bagnole, je vais vendre le vélo comme le fait que je n'ai pas le stress de l'embouteillage, que je n'ai pas le stress de la place de parking. C'est très bon pour le corps. Que je fais du sport et donc... Tous les jours en plus. Et donc que je vais avoir moins de pathologies cardiovasculaires. Pas d'abonnement à la salle de sport, tout que ça. Que je vais avoir... que je vais me sentir mieux dans ma peau. Parce que quand on a marché une demi-heure, tout le monde peut en témoigner. Globalement, on se sent un peu mieux que quand on est resté assis sur une chaise toute la journée. Etc. Voilà, ça me vide un peu la tête. Je peux penser à d'autres choses. Je ne suis pas collé à mon écran. Enfin voilà, bon. Donc il faut le vendre. Et on est persuadé par ailleurs, enfin en tout cas je suis persuadé à titre personnel,
que c'est très difficile de vendre l'action climatique sur la seule base des bénéfices pour la collectivité, parce que ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure, les gens agissent quand même par égoïsme bien compris. Donc il faut absolument... Parce qu'on a appris à fonctionner comme ça. Mais parce qu'on est bâti comme ça. On est bâti, mais ça peut se transformer, c'est culturel. Parce que si j'ai le choix entre survivre moi et faire survivre mon voisin... Ah oui, si on a faim, ouais, d'accord, ok, là ça change tout. Le seul cas de figure dans lequel on accepte de se sacrifier pour autrui, c'est la chair de sa chair. Ses propres enfants, ou on va dire ses propres proches. Mais sinon, c'est quand même les gens qui font don de leur personne à d'autres. Il y en a, hein, il y a une petite minorité qui fait ça, mais ce n'est pas la majorité. Donc là, alors je ne sais pas si on peut y arriver un jour, est-ce que ce soit la majorité? Personnellement, j'ai quelques doutes. Donc je pense qu'on va rester avec des gens qui vont avoir besoin de bénéfices personnels quand ils se mettent au service de la collectivité. Et ce bénéfice personnel peut être monétaire, peut être de la reconnaissance, peut être du statut, peut être du bénéfice physique. On parlait de la forme physique tout à l'heure liée au fait de faire un peu de vélo, etc. Il faut absolument être capable de l'incarner pour que les gens passent à l'action. Donc pour qu'on ait quelque chose... Donc ça, c'est pas dans le PTEF, c'est pas dit dans le PTEF, mais ça fait partie également du plan. Il faut être capable d'incarner le bénéfice. Et là, on est renvoyé à la question du politique. Tu me disais que tu as donné ça au Premier ministre belge. Le job des politiques dans ce cadre-là, c'est de rendre désirable, donc de se creuser la cervelle pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en avant la partie positive de l'action, sachant qu'il y aura aussi une nécessaire part d'effort. Et donc ça demande aussi d'aller voir des influenceurs, d'essayer de leur parler de cet autre monde, ce nouveau monde, ces futurs possibles, et aussi qu'ils puissent nous aider à rendre ça désirable. Ou de faire émerger d'autres influenceurs. D'autres types d'influenceurs, bien sûr. Ce que je suis un peu pour partie, puisque moi je ne vends pas des baskets et du maquillage, mais je vends une construction. Complètement. Voilà. T'es influenceur. Donc on pourrait me mettre dans cette catégorie aussi, comme toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On vient de loin. Ben, c'est bien. Jean-Marc, on se reverra encore avec d'autres influenceurs qui ne sont pas du tout dans notre monde et je pense qu'on va faire des trucs assez intéressants. Merci encore une fois pour ta présence. N'hésitez pas, chers amis, à choper ceci ainsi que ça, c'est lourd quand même, hein, à choper la BD Un monde sans fin. Ça peut caler des meubles après, une fois qu'on l'a lu. T'as dit quoi? Ça peut caler des meubles une fois qu'on l'a lu. Oh ouais, écoute, ça peut être carrément une brique pour mon nouvel appart, il n'y a pas de problème. Hein. Merci à toi, force à toi, bon courage dans cette lutte. Je sais qu'elle ne termine pas. Et quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter. Ou alors, c'est quoi? Non, je vais te laisser le dire pour la conclusion. Fais le vrai YouTuber cette fois-ci, parce que d'habitude, tu uploades tes trucs. Voilà, demande aux gens de s'abonner, tout le bordel. Je t'en prie, vas-y. Je vais quand même pas faire ton boulot. Fais la conclusion, s'il te plaît. Pour une fois, fais la conclusion de cette vidéo. Je ne vais quand même pas faire ton boulot. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux regarder limite qu'une vidéo pour acheter du maquillage. Tout est dit. Abonnez-vous, commentez, likez. Merci Jean-Marc. Et à très bientôt sur Limite. Quelle est ta définition du réel ?